Alors, d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs de cette semaine-là sur les sciences sociales et puis de me donner la chance de vous présenter un peu mon expérience sur la liberté académique, parce que je ne suis pas un expert, je le dis tout de suite d'entrée de jeu, mais je suis ici pour témoigner des limites et des contraintes qui sont de plus en plus importantes là, face à la liberté académique en milieu universitaire, je dois préciser. Donc, en contexte, j'ai 56 ans, j'ai une femme, 4 enfants, âgés de 16 à 23. Euh, j'ai toujours eu à cœur le bien commun, la société avant moi-même. Euh, je suis biochimiste de formation. J'ai fait mes études à Montréal. J'ai fait un bac en biochimie, suivi d'une maîtrise doc à l'Institut de cardiologie de Montréal. Ensuite, stage postdoctoral en Suède, dans le laboratoire d'un prix Nobel, où est-ce que j'ai appris la biologie moléculaire pendant 5 ans avant de revenir ici à Laval, où je suis depuis 20 ans. Je suis maintenant professeur titulaire à la Faculté de médecine de l'Université Laval et chercheur au Centre de recherche du Québec, pavillon Chul, depuis 20 ans. Et au cours de ma carrière, j'ai quand même mes travaux de recherche se sont mérités 2 mentions de découverte de l'année en 2002 et 2021. Donc, c'est au début et à la fin, en tout cas plus récemment dans ma carrière. Et donc, j'étais, on ne pourrait pas dire adulé, mais quand même une contribution importante à la science reconnue dans le domaine de l'ARN. Donc, au fil des ans, j'ai développé tout au long de ma carrière une expertise sur l'ARN depuis 20 ans, sur les nanoparticules lipidiques depuis un peu moins de 10 ans. Et ce sont les 2 composantes essentielles des injections ARN messager qui ont été introduites là, pour combattre la COVID-19 dans le monde, partout dans le monde. Donc, j'estime avoir quand même un background suffisamment crédible pour pouvoir me prononcer sur cette question-là. J'étais complètement dans le narratif dès le début. Pendant 1 an et demi, je suivais, j'écoutais, pas toujours religieusement, mais j'écoutais les conférences de presse du gouvernement. Je trouvais que la situation était grave. Et jusqu'au moment où, là, ça a commencé à les pressions ont commencé à être un peu trop importantes. Et là, j'ai eu la pression sociale de me soumettre à la vaccination. Et ce sont les femmes à la maison qui m'ont fait pression pour aller me faire vacciner. J'y ai été de reculons. Et, et à la suite de ça, j'ai expérimenté 5 effets secondaires, on appelle manifestations cliniques inhabituelles, MCI, dont un dérèglement complet de mon diabète pendant un mois. Heureusement, c'est revenu. Mais ce qui me faisait craindre une activation de mon auto-immunité. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, j'ai cherché à viser mon médecin. Je voulais que mon médecin déclare mes manifestations, mes MCI, à la santé publique pour qu'il puisse, s'il y a d'autres gens qui rapportent des effets semblables, c'est à eux autres à décider ou à investiguer, puis à établir un lien de causalité avec le vaccin, s'il y en avait. Le médecin que j'ai contacté, c'est mon endocrinologue, dont j'ai été l'entraîneur de hockey sur glace de son fils. Je l'appelle par son nom, je le tutoie. Quand je lui ai raconté mon expérience, il m'a dit d'aller prendre une 2e dose. J'ai insisté. Il m'a dit d'aller prendre une 2e dose. Au fil des mois qui ont suivi, j'ai insisté, je lui faisais des rappels par courriel. 0. Donc, je me suis tourné vers mon médecin de famille et elle a été pleine écoute, empathique. Elle ne savait pas comment remplir le formulaire de déclaration. Bon, je l'ai pré-rempli, je l'ai aidé, elle a accepté. Et à partir de là, là, je me suis senti écouté. Quelques semaines plus tard, une infirmière de l'INSPQ m'appelle. Bonjour, M. Provost, j'ai reçu un rapport, une déclaration de l'effet secondaire, tout ça. Je pose des questions. Finalement, il y a seulement un des effets qu'on va retenir. Je dis, pardon? J'en ai 5.
Bien, c'est parce que les autres sont survenus après la période de 6 semaines. Nous, on considère seulement les 6 semaines après l'injection. Et puis là, je leur ai dit, regardez, là, c'est parce que c'est une nouvelle technologie vaccinale, c'est une technologie ARN messager, ça n'a jamais été introduit à cette échelle-là à des fins vaccinales. Je pense que vous devriez garder vos œillères bien ouvertes et collecter le maximum d'informations sans limite de temps. D'ailleurs, ça a donné naissance à ma récente publication du 12 janvier 2023, dans laquelle je dénombre toute une liste de contraintes à la déclaration et à l'analyse des effets secondaires suite à la vaccination. Et qui, en fait, ce que j'ai trouvé, c'est que, justement, dans cette autre publication-là, réalisée avec la collaboration d'une personne pharmacienne, mais qui n'a pas voulu mettre son nom sur la publication parce que, par crainte de représailles, il perd sa pharmacie. Donc, dans ce papier-là, on dit qu'il y a le 3/4 des effets secondaires qui surviennent après la période de 6 semaines. Et donc, au-delà de la période que considère l'INSPQ. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais tout simplement pour vous dire que ces événements-là qui ont bouleversé ma vie m'ont amené dans une quête personnelle de recherche de la vérité. Et je ne prétends pas ici détenir la vérité, mais d'en détenir une bonne partie. Mais le problème, c'est qu'il m'est impossible de le savoir parce que personne n'accepte de débattre avec moi. Mes collègues refusent. J'ai publiquement invité François Legault, ministre du B, Horacio Arruda, Luc Boileau, Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, à un débat. Jamais de nouvelles. Donc, c'est difficile de trouver la vérité quand on ne peut pas débattre avec les tenants des idées qui sont dissidentes ou qui sont contraires à celles qu'on véhicule. Parce que si on refuse le débat, c'est que chacun veut se trouver à ce qu'il croit avoir la vérité. Donc, on va se retrouver dans une société atomisée où est-ce que chacun va détenir sa vérité, il va croire que c'est la vérité. Donc, c'est ce qu'on entend depuis 3 ans dans les médias, par les gouvernements, la vérité. Mais moi, j'ose prétendre que ça demeure leur vérité. Et tant qu'il n'y aura pas de débat avec des scientifiques comme moi ou des personnes qui ont des avis contraires, on ne pourra pas atteindre la vérité. Et je dois dire que la science, et je dois mettre l'emphase là-dessus, la science est quand même assez claire, c'est que la plupart des mesures que les gouvernements ont adoptées ne sont pas appuyées par la science. Et je connais des gens à l'INSPQ qui me disent que souvent, la façon que le gouvernement procède, c'est que le gouvernement veut imposer une mesure ou imposer une décision, et là, ils recherchent la science qui va l'appuyer. Évidemment, en science, on peut trouver de tout. Il y a une majorité d'études qui ne sont pas reproductibles, et donc fausses. Et donc, le cherry picking, on peut cherry pick n'importe quoi dans la littérature pour appuyer ce qui va nous conforter. Mais moi, je suis beaucoup plus un partisan de l'inverse, c'est-à-dire de regarder la science le plus largement possible, les évidences scientifiques, la force de chacune, et ensuite d'arriver à faire des recommandations. Donc, par exemple, la question du couvre-feu, quand est venu le couvre-feu, le ministre cherchait à avoir des appuis scientifiques. L'INSPQ dit, bien, on n'en a pas. Et la mesure a quand même été imposée sans fondement scientifique. Et il y a des mesures qui ont été imposées à l'encontre de la science. Et c'est là qu'il devient dangereux d'utiliser la science afin d'appuyer son idéologie.
Et c'est ça qu'on expérimente là, depuis quelques années. Au lieu d'avoir une science objective qui va renseigner, qui va nous permettre de prendre les meilleures décisions possibles pour le bien commun, pour la santé et le bien-être de la population, on a des politiques idéologiques qui utilisent la science pour arriver à ses fins. Et ça, justement, je suis contre ça. Donc, jusqu'il y a 1 an et demi, j'étais un chercheur sans trop d'histoire au Bloc T premier étage, au Centre de recherche du Sud Québec Pavillon-Chul, où travaille un des participants. Et là, ma vie a été bouleversée. Évidemment, quand j'ai eu des effets secondaires suite à la vaccination, ça m'a amené sur une voie, une quête, si on veut, de vérité. Je recherche de vérité. Je me suis joint à des collectifs, Réinfo COVID Québec, le Canadian COVID Care Alliance, le FLCCC aux États-Unis. J'ai signé la déclaration de Great Barrington qui disait dans l'essence qu'il fallait avoir des mesures ciblées et non pas globales face à la COVID-19. Donc, j'ai retrouvé là des scientifiques rigoureux, objectifs, qui regardent les données officielles du gouvernement, qui regardent la science, la bonne science, parce que nos revues scientifiques maintenant, la plupart sont corrompues par l'argent du privé, les commanditaires, les Big Pharma qui vont financer les revues scientifiques. Et on l'a vu avec des études complètement farfelues, publiées dans des très gros journaux, mais des études farfelues. Donc, dans ce contexte-là, comme scientifique, on a l'habitude de se référer à PubMed et d'aller consulter la littérature scientifique et de faire confiance aveuglément, presque, à ce qui est publié et à prendre tout ce qu'on voit comme étant vrai. Mais ce qu'on réalise depuis environ 2-3 ans, c'est qu'il y a des publications qui apparaissent dans la littérature qui sont tellement faibles que ça n'aurait jamais dû être publié. La dernière, apparemment que le risque d'avoir un accident de voiture est plus grand chez les non-vaccinés. Donc, les non-vaccinés sont plus dangereux sur la route. Et cette étude-là a été réalisée par le détenteur d'une chaire de recherche du Canada qui, en fait, moi, ce que je comprends, c'est l'élite des chercheurs. Moi, j'en ai pas. C'est l'élite des chercheurs qui réussissent à pondre de telles conneries. Mais, bref, il y a de sérieux dérapages en sciences qui fait que quand on consulte la littérature scientifique, là, il faut ajouter une étape supplémentaire de vérifier si ce qui est dit est correct, a été bien fait, si les auteurs n'ont pas de conflit d'intérêts, surtout. On voit, c'est fréquent, encore plus fréquemment récemment, on voit des publications scientifiques qui ne tiennent pas la route. Et là, on regarde les auteurs, on voit immédiatement leurs conflits d'intérêts qui ne sont pas déclarés dans les publications. Faute grave, inconduite scientifique, d'après moi. Tu es tenu de déclarer tes conflits d'intérêts. Bref, il y avait aussi le discours du gouvernement qui n'arrimait pas avec les données qu'ils avaient en main. Ou quand tu regardais les données, on voyait que nombre d'hospitalisations, taux de décès et tout ça, ça concernait vraiment les personnes âgées et les personnes avec des comorbidités. Et là, on appliquait des mesures à l'ensemble de la population. Évidemment, il y a toujours une question de jugement là-dedans. Mais
ce qui a fait défaut, d'après moi, depuis le début de la gestion de la crise, c'est qu'on n'a pas suffisamment bien considéré les effets collatéraux. L'évaluation risque-bénéfice. Et ce que je vous dirais, c'est que je vais venir du côté des médecins, mais l'évaluation risque-bénéfice est primordiale pour justifier la prise de décision. Parce que quand tu imposes une mesure, tu dois voir les bénéfices que cette mesure-là va apporter, mais également mettre dans la balance les risques et les inconvénients que ça va provoquer. Et entre autres, avec les injections ARN messager, ça n'a pas été fait, à mon avis, parce que dans la balance, les risques d'effets à long terme n'ont pas été suffisamment bien considérés. Et là, ce qu'on voit, c'est une augmentation de la mortalité toutes causes confondues, une diminution du nombre de naissances. Et bon, je veux pas m'étendre là-dessus. Je vais essayer de m'en tenir un peu sur la liberté académique et l'esprit critique. Elle est essentielle afin de bien comprendre le monde dans lequel on vit. Et on se doit d'avoir la liberté de l'exprimer. Évidemment, dans le respect. Je pense que c'est mon collègue Pierre Trudel à l'Université de Montréal, qui est un des experts en liberté académique, qui disait que la liberté pouvait aller jusqu'à ce que la loi le permette. Donc, c'est aussi large que ça. Évidemment, ça va tant que c'est dans le respect, on aurait pratiquement le droit de tout dire. Mais pourquoi c'est important, cette liberté d'expression-là? Liberté d'expression, en fait, tout le monde la possède. Hein? La liberté académique en milieu universitaire ou la liberté universitaire, là, ce sont les professeurs d'université qui la possèdent. Et elle est vraiment distincte. Donc, la liberté universitaire, je vais vous lire quelques petits extraits de la convention collective des syndicats des profs avec l'Université Laval, qui offre les balises, justement, à mon exercice, à l'exercice de ma liberté universitaire. Mais déjà, au Québec, il y a déjà eu, vous avez vu la commission Cloutier se pencher sur la liberté académique, composée de 5 membres universitaires. Et puis, j'ai contribué aux travaux de la commission. J'ai déposé un mémoire. J'ai été convoqué à témoigner 50 minutes, où est-ce que, j'ai résumé mon mémoire en 10 minutes. Ensuite, ça a été un échange, questions-réponses et tout ça. Et mon message, c'était attention aux intérêts privés dans les universités, à leur influence sur la mission universitaire. Parce que, comme vous le savez, les universités sont sous-financées depuis de nombreuses années. Et ce qui fait en sorte que l'Université Laval, comme les autres, et on ne peut pas les blâmer, ils sont en cours d'argent. Et pour équilibrer le budget, ils doivent faire appel au privé, solliciter des fonds du privé. Et c'est là que le recours au financement privé amène des influences importantes là, sur la mission universitaire et amène justement une pression sur les professeurs et ça vient contraindre leur liberté universitaire ou leur pratique. Ça peut être de manière directe, frontale, ou ça peut être un peu indirect, ou est-ce que, par exemple, on a à la faculté de droit ici une chaire de recherche qui est financée par une minière. Je pense que c'est Barrick Gold. Je ne veux pas m'avancer, mais c'est une minière importante qui finance une chaire de recherche dans la faculté de droit. Alors moi, connaissant le passé des minières et à quel point ils bafouent les droits humains, je me pose de sérieuses questions. Et donc,
les professeurs qui sont à la faculté de droit, est-ce que vous pensez qu'ils sont à l'aise de critiquer les minières? Est-ce que vous pensez que le détenteur de la chaire se sent libre de s'exprimer et critiquer les minières? Ou bien est-ce que, justement, est-ce que ça ne va pas créer un vide, un vacuum tout autour de ce sujet-là au sein de cette faculté de droit? Donc, c'est une illustration. Il y a aussi des chaires de recherche où est-ce que, à la faculté de foresterie, où est-ce qu'il y a des grandes forestières qui viennent investir de l'argent dans l'université et puis que là, ils peuvent influencer les travaux des profs qui sont là et ultimement jouer un peu sur l'agenda politique. Donc, attention aux intérêts privés dans les universités. Et c'était mon message là, à la commission Cloutier. Et durant cet été-là de 2021, j'ai également écrit, non pas une ou deux, mais 4 lettres d'opinion dans les médias de masse, plutôt critiques à l'endroit de l'Université Laval, qui est en fait un des aspects de ma liberté universitaire que je peux exercer sans représailles. Du moins, c'est ce qui est écrit noir sur blanc. Donc, différents aspects que je traitais et toutes les questions que j'ai soulevées, la majorité n'ont toujours pas été répondues. Évidemment, l'université n'a pas aimé. Ça, on pourrait y revenir. Donc, les travaux de la commission Cloutier ont finalement eu une oreille au sein de la députation à l'Assemblée nationale. Et là, le gouvernement a élaboré une loi, la loi 32, projet de loi 32, qui a été amendé, tout ça, et qui a été finalement sanctionné royalement le 7 juin 2022. Et cette loi-là, en fait, c'est comme le salaire minimum. Okay? On a comme fixé un plancher quant à l'exercice de la liberté académique en milieu universitaire. Et une semaine plus tard, je recevais une lettre de l'Université Laval m'annonçant que j'étais suspendu pour une période de 8 semaines sans salaire. Et ça faisait suite à une plainte d'un professeur de mon axe de recherche. Parce que je m'étais prononcé contre la vaccination des enfants pour la COVID-19 lors d'une conférence de presse, une activité de Réinfo COVID Québec, qui avait pour but justement de renseigner la population, de réinformer la population quant au risque de la vaccination des enfants. Donc, mon engagement, et c'est là que j'ai décidé de sortir publiquement, c'est qu'après avoir vécu les effets secondaires du vaccin, je me suis impliqué dans des regroupements, comme je vous ai dit tantôt. Et là, on avait des réunions à chaque semaine. On suivait l'actualité, on essayait on se réconfortait. Il y avait aussi beaucoup de counseling là-dedans, d'écoute, parce qu'il y avait beaucoup de gens en détresse. Mais il y avait aussi une portion importante scientifique. Et là, quand est venue l'annonce du gouvernement de vacciner massivement les enfants, j'ai dit non, ça suffit. Ça suffit la folie. Et là, je me suis dit non, là, je vais sortir publiquement, parce qu'il fallait sortir publiquement pour essayer d'apporter un éclairage, éclairer l'envers de la médaille que le gouvernement nous présentait. Et donc, je me suis appliqué, on était 3 scientifiques questionnés par des médecins. Les médecins étaient là pour questionner parce que les médecins ne pouvaient pas s'exprimer librement sans risque de perdre leur licence et leur droit de pratique au Québec. OK? On pourra revenir sur les autres professionnels qui ont complètement, qui se comportent actuellement comme l'Inquisition, en fait, qui
qui empêchent leurs membres de s'exprimer librement et ils empêchent même la liberté de conscience. Donc, j'ai perdu le fil, je vais le retrouver. Donc, le 7 décembre, j'étais avec mes collègues. Un collègue parlait de l'efficacité des vaccins. Moi, je parlais des risques et des effets secondaires, des risques et d'effets secondaires chez les enfants. Et ma collègue sur l'éthique. Et la conférence portait sur la vaccination des enfants 5 à 11 ans, qui clairement n'étaient pas concernés par la COVID-19. Et suite à ce que, quand je me suis exprimé le 7 décembre, j'étais content d'avoir rendu ce que j'avais pu produire comme un document, comme intervention basée sur le peu d'informations qu'on avait à l'époque. Et le 16 décembre, j'envoyais un courriel au professeur de l'Université Laval, dans une liste que je m'étais constituée, un courriel envoyé à 1750 profs de l'Université Laval. Ça m'avait pris une journée à la constituer, c'était ma liste personnelle, en date du mois d'août 2019. Et là, j'invitais mes collègues professeurs à descendre de leur tour d'ivoire et de s'exprimer sur la place publique pour contribuer au débat. Et parce que là, on traversait à cette époque-là un grand chamboulement de notre société. C'est le bouleversement majeur d'une génération. Et moi, ce que je voyais, c'était mes collègues bien tapis au fond de la tour d'ivoire et à regarder le train passer. Donc, c'est ce courriel-là, envoyé à des collègues, je les invitais cordialement à s'exprimer, à se mobiliser, à prendre conscience de tout ce qui se passait et de s'exprimer sur la place publique et d'initier ou de contribuer au débat public. C'était leur mission, c'était leur fonction de le faire. Et la plupart sont restés au sommet de leur tour d'ivoire. Il y a même un sociologue, que je ne nommerai pas, qui m'a répondu « Ah, ben, Provost, je ne te pensais pas comme ça. Je suis bien déçu. Puis, pour ma part, on fera le post-mortem après, quand tout ça sera réglé. » Ça, c'est la perspective d'un sociologue payé par les fonds publics qui s'assied sur sa chaise à l'Université Laval. Désolé. Mais il y a un collègue de mon axe de recherche, lui, a trouvé mieux. Il n'était pas d'accord avec mon opinion. Évidemment, il n'y a pas à l'être. Il aurait pu répondre à mon courriel en disant « Ah, regarde Patrick, pas d'accord avec toi. Ce que tu as dit là, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Moi, j'ai d'autres informations. » Bref, on aurait pu échanger, débattre par écrit, en personne, whatever. Il aurait aussi pu écrire une lettre d'opinion, intervenir comme moi je l'ai fait, essayer de rejoindre le grand public pour essayer de porter sa vérité. Non, il a choisi C. C'est-à-dire, il a écrit son courriel, puis il l'a envoyé pas à Provo, il l'a envoyé aux ressources humaines de l'Université Laval pour porter plainte. Donc, il prétendait que la vaccination que les enfants, que le taux de mortalité était de 3,1 %, que les enfants étaient dangereux, étaient porteurs de virus, qu'ils étaient pour contaminer tout le monde, puis que c'était irresponsable de ma part de prendre une position comme ça, etc., etc. Et là, il y a des résultats qui sont sortis il n'y a pas longtemps de John Ioannidis. C'est l'épidémiologiste qui est le plus cité au monde, qui dit que infection fatality rate, le taux de mortalité à l'infection, pour les personnes de 0 à 70 ans, était de 0,1 %, semblable à la grippe. Alors, mon collègue qui avait exagéré les chiffres de 30 fois seulement, il faisait juste reprendre ce que le gouvernement disait. Donc, un chercheur de mon axe de recherche, il fait juste reprendre les arguments du gouvernement, puis il me les présente, puis il porte une plainte contre moi.
Et c'est ce qui a mené à ma suspension de 8 semaines sans salaire. Et puis j'imagine qu'il se sent mieux maintenant. C'est la seule plainte dont j'ai fait l'objet de la part des 1750 profs qui ont reçu mon courriel. Et cette personne-là me déteste depuis 8 ans. Donc, c'est une façon de se venger. Il a décidé, le style de Provo. Donc, il y avait des motifs personnels de s'en prendre à moi. Et il l'a fait de façon la plus lâche, c'est-à-dire en portant plainte, en initiant un processus administratif contre moi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le 23 décembre 2022, tout juste avant les fêtes, comme pour que ça ne paraisse pas trop, la FQPPU, la Fédération québécoise des professeurs d'université, ont émis un communiqué de presse dans lequel ils faisaient part des conclusions des travaux de leur commission sur la liberté académique, la COPLA. Et la COPLA, ce sont 3 professeurs d'université spécialistes en liberté académique et qui ont analysé ma situation, mon cas, l'affaire Provo. Je leur ai envoyé tous les documents, le syndicat ont fait pareil. Ils ont examiné ça et leur conclusion, c'était que l'Université Laval avait enfreint la loi 32 et qu'ils avaient détourné un processus disciplinaire pour m'imposer une sanction inappropriée. Victoire. Donc, des profs me disent que finalement, ils ne disent pas que j'ai raison sur le fond. Ils font juste dire que j'ai raison de m'exprimer et que l'Université Laval est dans le tort de m'imposer une sanction, cette sanction-là. Quand mon syndicat a présenté le rapport à l'employeur, à l'Université Laval a pris 3 semaines avant de répondre. Non, nous, on continue. Les processus contre M. Provo vont continuer. Donc, ils ont fait fi de ça. Hier soir, et suite à ça, j'ai envoyé un courriel à Pascal Derry, le ministre de l'Enseignement supérieur, le nouvel ministre du gouvernement Legault. Et j'ai pas eu de nouvelles. Sauf qu'hier soir, elle a publié une lettre d'opinion dans Le Devoir. Puis la lettre d'opinion fait l'objet aussi d'un article d'un journaliste du Devoir. Et en fait, elle rappelle les universités à l'ordre, qu'elles respectent la loi 32. Je vais juste vous lire un petit extrait de ce qu'elle écrit, Pascal Derry, la ministre. Sous aucune condition, nous ne devrions tolérer la censure dans le milieu universitaire. La censure inhibe la pensée et la réflexion sous l'emprise de la peur entrave la poursuite de l'excellence qui est au cœur de la mission universitaire. Nous ne saurions sacrifier la liberté universitaire au nom de certaines luttes au risque d'y perdre les deux au bout du compte. La liberté universitaire constitue le socle même sur lequel s'est construit l'enseignement supérieur et doit continuer de l'être. Cette liberté universitaire est non seulement une valeur fondamentale, mais elle est également une valeur québécoise dont nous sommes fiers. Il est de mon devoir de vous le rappeler et de m'assurer qu'elle est respectée. Donc, il reste à voir comment l'Université Laval va se positionner face à l'intervention de la ministre. Parce que c'est une époque quand même assez trouble que nous traversons en termes de société, mais aussi au sein de nos universités, qui sont plus axées sur la formation que l'éducation. Évidemment, l'esprit critique, je l'ai appris, je suis né avec ça. Je l'ai peaufiné au fil de ma formation de chercheur.
quand je vois quelque chose, j'ai toujours tendance à chercher à le critiquer, c'est ma nature. Et l'exercice de l'esprit critique, depuis 2-3 ans, c'est très difficile. Très difficile à faire, très difficile de se faire entendre, puis très difficile à mener comme combat. Le conformisme est de loin beaucoup plus facile. Est beaucoup plus facile de se conformer aveuglément à ce qu'on nous dit. Et il faut quand même rester vigilant. Vous êtes à l'université pour acquérir une formation dans votre domaine, mais dans chacun des domaines, dans chacune des disciplines universitaires, c'est important de développer cet esprit critique-là. Tout simplement parce que les choses ne sont pas parfaites. Je suis une personne, un professeur, un chercheur engagé socialement. Ça m'a même amené à être candidat aux élections 2018 pour Québec solidaire. Désolé. Donc, j'ai vraiment cette fibre-là de redevoir à la population. Je suis reconnaissant que j'occupe un poste universitaire, un poste de professeur à l'Université Laval. Je suis grassement payé et je veux rendre à la population tout ce qu'elle me donne, tout ce qu'elle m'apporte. Et je veux le redonner, même plus. Ma démarche actuellement, elle vise évidemment, vise à défendre la liberté académique en milieu universitaire. Et c'est une lutte que je mène. Je ne suis pas seul, mais je crois que c'est très important de la mener, cette bataille-là, parce que si la liberté universitaire venait qu'à disparaître, je vous invite à imaginer ce qu'il adviendrait de notre société. Si on n'avait plus le droit de critiquer, si on n'avait plus le droit d'étudier, d'examiner, d'investiguer, de regarder, de poser des questions. Donc, la liberté universitaire, c'est un concept avec lequel la majorité de la population n'est pas à l'aise. Ils ne savent pas c'est quoi cette bébite-là. Une autre liberté. Qu'est-ce qu'ils veulent, eux autres? Liberté. A, accent circonflexe. Je vais faire une petite parenthèse, là, ces journalistes, ces journaleux-là, qui dénigrent le terme liberté, là, je n'ai aucun respect pour ce genre de dénigrement d'un droit fondamental qui est en train de nous être retiré graduellement, sous de faux prétextes. C'est ma prétention. Donc, convention collective de mon syndicat avec l'employeur, l'Université Laval. Le professeur a droit à la liberté universitaire sans aucune contrainte discriminatoire. Dans la loi 32, on parle de contrainte doctrinale. Donc, un professeur doit pouvoir exercer une liberté universitaire sans contrainte doctrinale. Et on voit depuis 2 ans, ce qu'on entend, c'est la doctrine vaccinale. Et là, moi, je me suis exprimé à l'encontre de cette doctrine-là. Et là, on me harcèle, on s'acharne sur moi pour me faire taire. Évidemment, il doit s'exercer dans le respect de la liberté d'opinion d'autrui. La liberté universitaire comprend le droit pour le professeur d'exercer ses fonctions professorales sans être obligé d'adhérer à une doctrine prescrite et sans restriction de pensée ou d'opinion.
Le droit d'expression comprenant la critique de la société, des institutions, des doctrines, dogmes et opinions, des lois, des politiques, des programmes publics et notamment des règlements et politiques universitaires, scientifiques et gouvernementaux. Ce droit d'expression peut s'exercer à l'intérieur comme à l'extérieur de l'université. Donc, c'est pas mal ça que j'ai fait. Évidemment, le professeur doit faire preuve d'honnêteté et de bonne foi avec les interlocuteurs. Et le professeur a le droit d'exercer ses fonctions professorales à l'abri de toute forme de harcèlement, ce dont je fais l'objet. Évidemment, comment je pourrais dire, quand on est face à un contexte sociétal comme on vit actuellement, qui est fortement polarisé, où est-ce que le gouvernement crée une profonde division entre principalement vaccinés et non vaccinés, pro-mesures, anti-mesures, ou critiques des mesures, j'en veux au gouvernement pour ça, de nous avoir divisés, atomisés. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, mon cercle d'amis, mon entourage a changé. Il y a des gens qui ne me parlent plus. Il y a des gens de la famille qui ne me parlent plus. Et j'ai de nouveaux amis, plus sincères. Et bon, le temps va nous dire si tout ça va se replacer. Je l'espère. Mais je ne me fais pas d'illusions. Et un des effets collatéraux les plus importants, à mon avis, c'est justement le tissu social, qui a complètement été détruit. Et ça, j'en veux à nos gouvernements. J'en veux à mes collègues qui se sont pas mobilisés. Je ne dis pas que ça aurait changé grand-chose, mais au moins, ils auraient essayé. Et comment on va recoller les morceaux? Donc, c'est vraiment dans les sciences sociales qu'on peut trouver énormément de réponses à notre société malade. En fait, qu'on a rendu malade, avec une obsession pour la sécurité absolue. Juste une petite anecdote. En marchant, en venant ici, quand je croise les gens, je les salue. C'est un défaut. Et là, je viens pour saluer un monsieur, je m'arrête, je dis « Hey, monsieur, enlevez votre masque pour profiter de l'air frais ce matin. » Il dit « Oh, oui, hey. » On s'est mis à jaser pour me confier que lui aussi en avait assez de ce que le gouvernement nous imposait. Donc, je pense que beaucoup plus de monde que ça qui sont quand même critiques de ce que les gouvernements ont fait depuis 2-3 ans. Et le fait que vous ne voyez pas personne se manifester dans les médias, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Les ordres professionnels, comme le Collège des médecins du Québec, émettent des directives claires aux médecins et les médecins n'ont pas le droit de suivre les directives, sinon ils perdent leur droit de licence. Et ça fait en sorte que dans les médias, tous les médecins qui se prononcent sur la crise ou sur les vaccins, il ne s'agit pas de leur opinion. Il ne s'agit pas de leur opinion basée sur des recherches qu'ils ont menées eux-mêmes dans la littérature. Non. Ce qu'ils ont répété à chaque fois dans les médias comme experts de plateau, c'est tout simplement ce que le Collège des médecins leur permettait de dire. Donc, s'ils avaient des évidences, s'ils voyaient à leur cabinet des personnes qui étaient blessées par le vaccin,
j'en connais. Ils n'avaient pas le droit d'en parler. Amir Kadir, collaborateur à TVA, il a fait de la promotion du vaccin. Sa dernière intervention, il a été critique. Pas aimé. Donc, les médecins marchent sur des œufs. Les médecins ne peuvent pas se prononcer actuellement. Sinon, c'est le Collège des médecins qui sont là. J'ai des collègues au Canada, des médecins qui se sont fait retirer le droit de licence et perdre leur emploi, des professeurs congédiés parce qu'ils ont refusé de se faire vacciner, des professeurs qui se font harceler, qui se font congédier pour avoir exprimé une opinion contre les vaccins. On est dans une démocratie. L'injection COVID-19 est expérimentale. Il y a un comité formé par l'université, un comité formé de 2 experts pro-mesure, pro-vaccin, qui me reprochent d'avoir utilisé le terme expérimental. Ah oui, l'arrêt messager, ça fait longtemps qu'il est étudié. Les injections à arrêt messager, ils sont en phase d'étude, en études cliniques de phase 3. Et tant qu'ils ne sont pas homologués, ils sont expérimentaux. Vous n'aimez pas le mot? J'ai rien à j'y peux rien. Ils sont expérimentaux. Les vaccins contre le tétanos, il n'est pas expérimental. Il a suivi le cours normal d'évaluation, il a été homologué. On a dit, OK, les risques-bénéfices est favorable, on étampe, on homologue, ça y est approuvé. Les injections COVID sont approuvées pour une situation d'urgence, qui en passant n'existe plus depuis belle lurette tant qu'à moi, mais selon le gouvernement du Québec, depuis le 31 décembre, il n'y a plus d'état d'urgence. On continue de vacciner pareil. Je vais essayer de me recadrer pour ce qui est sur la liberté. Je vais regarder mes notes pour voir si j'ai oublié des trucs. Donc, ce que je me suis fait demander, c'est pourquoi les profs... Y a-t-il des profs qui pensent comme toi? Y a-t-il des profs qui t'appuient? Il y en a des dizaines et des dizaines à l'Université Laval seulement. Il y en a des centaines à l'échelle du Québec. Puis des gens comme moi, aussi critiques des mesures et des vaccins, bien, il y en a des milliers à travers le monde. Et moi, quand j'entends les experts de plateau du gouvernement parler de consensus, on devrait plutôt parler, comme mon collègue Robert Béliveau le soulevé, on devrait parler de consensus. Consensus obtenu par la censure des voix dissidentes. Un consensus, évidemment, c'est pas unanime, le mot dit. Un consensus, tu dois avoir tout le monde autour de la table. Et non pas inviter juste les gens qui pensent comme toi autour de la table, puis de censurer les autres. Donc, ça, la notion de consensus scientifique, c'est une fraude intellectuelle. Et donc, mes collègues de département, je les ai, département et axe de recherche, je leur ai lancé le défi de trouver des erreurs dans ce que j'ai dit depuis 1 an. J'ai 8 pages d'hyperliens, OK, de mes interventions publiques. Je vais peut-être la publier. Donc, ça donne des heures et des heures d'écoute, des heures de plaisir. Et je les ai invités à me prendre en défaut, à me contredire sur ce que j'avais dit. Et je les ai invités à débattre en personne ou par écrit, whatever, et que j'étais prête à publier ça, rendre ça public. J'ai toujours pas de réponse. Donc, ce que mes collègues ont choisi de faire, c'est de se taire. De se taire parce qu'ils veulent garder leur emploi. Ils ne veulent pas faire l'objet de
processus administratif, de sanctions, de suspension, ils ne veulent pas perdre d'argent, ils ne veulent pas perdre leur job. Je les comprends. Sauf que pendant ce temps-là, on n'écoute pas la science et on cède la place à l'idéologie. Et ce qui est très dangereux à mon avis. Pour moi, on devrait toujours prendre les décisions fondées sur la science, et la meilleure science est toute la science, et non pas faire du cherry picking pour appuyer notre idéologie. Donc, à l'Université Laval, il semblerait que la circulation des idées ne soit plus permise, que les débats soient plus permis, que des professeurs en désaccord avec d'autres essaient de porter plainte plutôt que de débattre. Donc, l'université, en fait, moi j'ai toujours vu ça comme étant une entité abstraite qui était en fait constituée des professeurs qui s'y trouvent. Mais là, ce qu'on est en train de voir se transformer, c'est une université qui va être dirigée par le haut et dont les professeurs vont devoir écouter, ils vont devoir suivre les directives qui viennent d'en haut. Ils vont tout simplement devenir des employés. Et donc, l'université, comme je la vois évoluer, va être amenée vers la dénaturation. Et les professeurs, on a une loi 32 qui protège la liberté académique en milieu universitaire, mais il y a beaucoup de professeurs qui ont déjà abandonné leur liberté, qui ont déjà vendu leur âme aux intérêts privés. Et pour eux, la liberté académique n'en ont pas besoin. Mais ils vont peut-être réaliser un jour que, au moment où ils vont en avoir besoin, ou au moment où ils vont subir les conséquences de l'absence de liberté académique, ils vont peut-être se dire « Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je ne l'ai pas exercé? Pourquoi je n'ai pas cherché à la protéger? » Parce que la loi 32, elle est là. Comme je l'ai dit tantôt, c'est comme un peu comme une protection minimale de la liberté universitaire. Mais c'est bien plus de protection que ça qu'on a besoin. Et cette loi-là, bien, elle va devenir caduque si les professeurs n'exercent pas cette liberté-là. Que ce soit principalement par l'auto-inhibition, parce qu'évidemment, étant donné que je fais l'objet de sanctions et que c'est public, les professeurs n'osent pas sortir la tête du lot, de peur de se la faire couper. Donc, il y a énormément d'autocensure, à mon avis. Il y a des professeurs qui ne se creusent pas les méninges non plus. Évidemment, on est tous dans des vies où est-ce que ça va de plus en plus vite. Le système nous impose cette pression-là de rendement qui fait en sorte que nos vies sont de plus en plus étourdissantes. Et puis, c'est pas tout le monde qui creuse un enjeu aussi profondément que ce que je l'ai fait depuis un an et demi. Et c'est pour ça que je réclame la liberté, je réclame la tribune de pouvoir m'exprimer et de partager avec la population tout ce que j'ai appris depuis un an et demi, pour que la société en bénéficie, pour que la population en bénéficie. Et c'est difficile dans les circonstances, et justement, je vous invite à la réflexion là-dessus. Est-ce que vous pensez que pour la société, il vaut mieux écouter le professeur Provost ou il vaut mieux le faire taire et le censurer? Le danger avec la pensée unique, évidemment, ceux qui la portent
sont convaincus, ils veulent l'imposer à tout le monde. Mais tout à coup, mais s'ils faisaient des erreurs, s'ils faisaient une erreur, si leur vérité comportait des erreurs ou occasionnait une atteinte aux droits ou à la santé de la population, s'il n'y avait personne pour les critiquer, on ne le saurait pas. Ce qui m'amène à dire que même si il y en a plusieurs qui veulent me censurer, qui ne veulent pas m'entendre, qui veulent m'annuler, OK. Mais je dis à ces gens-là, vous allez par contre porter la responsabilité de ce que vous faites. Parce que si moi je soulève des questions, OK? Je soulève des problématiques et ces problèmes-là ne disparaîtront pas avec moi. Alors, vous n'aimez pas Provost, vous n'aimez pas ce qu'il dit, vous pouvez m'effacer. Mais le problème que je dénonce va rester. Donc moi, j'ai pris une position contre la vaccination des enfants, 5 à 11 ans, en particulier à cause des risques d'effets secondaires à long terme qui sont inconnus. C'est une injection génique. Pfizer a reconnu dans un document que c'était une thérapie génique et qu'elle ne croit pas, et il est fort possible que ce soit jamais homologué. C'est dans les documents Pfizer. Bref. Donc, l'esprit critique permet justement d'améliorer des aspects de la société qui sont encore imparfaits et qui ont besoin d'être révisités pour justement être améliorés. Alors, je vais peut-être juste conclure en vous partageant un peu ce qui, quand la liberté, elle est, oui, c'est-à-dire, je ne l'ai pas ici. Donc, la liberté académique, elle est sous haute surveillance. À tout le moins, je suis sous haute surveillance. J'ai appris par un journaliste scientifique qui agit aussi comme décrypteur. Donc, c'est une nouvelle profession de gens qui s'attribuent, qui se placent eux-mêmes en position d'autorité et qui exercent la capacité de juger, de distinguer le vrai du faux et de juger du vrai du faux. Et donc, ce journaliste-là a demandé à me rencontrer. On a parlé 3 heures à un café. Et il m'a confié qu'il y avait eu une agence, l'agence Science Presse, l'avait mandaté pour tenter de décrypter ma publication du 23 août 2022, dans laquelle, avec des collègues, j'avais écrit un article scientifique dans lequel on parlait d'une objection de conscience à la technologie ARN messager, fondée sur 2 principes scientifiques, la dose et la biodistribution. Le fait que, juste rapidement, le fait que pour un médicament, quand vous prenez un Tylenol 500 mg, vous savez que vous avez 500 mg de Tylenol dans la pilule et vous la consommez, c'est clair. Pour les injections ARN messager, on connaît la quantité d'ARN messager dans l'injection, mais ce n'est pas ça qui est l'antigène. L'antigène va être produit par votre propre corps et à des niveaux qui peuvent varier jusqu'à 100 fois. Donc, chez une personne,
ça va produire la protéine spike à un niveau, chez l'autre personne, jusqu'à 100 fois plus. Donc, beaucoup d'hétérogénéité. Donc, objection là, parce que là, comment évaluer les risques-bénéfices avec une gamme aussi large d'expression de l'antigène? Et ensuite, la biodistribution. Biodistribution parce que l'injection ARN messager donnée dans l'épaule, grâce aux nanoparticules, hein, tu le sais, peut se distribuer partout dans le corps. En fait, je pense que c'est à peu près le 3/4 de ce qui est injecté dans l'épaule qui est redistribué ailleurs. Cerveau, ovaire. Et là, il peut y avoir des effets secondaires reliés à cette biodistribution-là qui est, alors que les vaccins traditionnels, ce qui est injecté dans l'épaule, reste pas mal dans l'épaule. C'est plus les cellules immunitaires qui vont aller migrer puis qui vont aller chercher, qui vont voir l'envahisseur, vont développer une réponse immunitaire. Donc, le journaliste en question a passé à travers tout notre papier. Il dit, il est arrivé à l'agence Science Presse, mais désolé, j'ai rien trouvé. Donc, il m'a raconté cette expérience-là, ce qui m'a fait comprendre que j'étais sous surveillance. Et donc, toutes mes interventions publiques, comme celle-ci, tous mes écrits, ils sont scrutés à la loupe par des décrypteurs, par une entité un peu abstraite qui a beaucoup de pouvoir et qui va chercher à me dénigrer pour me faire taire, va chercher à me salir, à me diffamer, à me discréditer pour me faire taire. Et je reste quand même, je maintiens le cap tout en étant toujours aussi rigoureux et vigilant. Et donc, je suis en liberté surveillée, littéralement. Je vais vous lire la dernière plainte que j'ai reçue, en fait, dont on m'a fait part, qui a été jugée recevable par l'Université Laval, la 6e. Donc, j'ai un total de 6 plaintes jusqu'à maintenant contre moi depuis 1 an. Et là, avec le fait que je viens d'accepter le rôle de chroniqueur régulier à choix à Radio X, c'est possible que les plaintes s'accumulent. Donc, le signalement le 20 décembre. Simplement signaler à votre université que Patrick Provost, votre professeur vedette, se sert de son titre de chercheur de l'Université Laval pour publier avec une des antivax françaises les plus connues, Hélène Bannon. Il continue aussi à participer aux activités de Réinfo COVID, un des groupes complotistes les plus virulents au Québec. Quelle est la crédibilité de la Faculté de médecine de l'Université Laval lorsque nous voyons son nom sur des articles qui prétendent que le vaccin cause un grand nombre de morts? Merci de faire suivre à ceux concernés. Donc ça, c'est un courriel qui est envoyé à l'Université Laval. Et l'Université Laval a jugé ça comme une plainte recevable. Et donc, les étiquettes, hein, anti-vax, complotistes, penser que Réinfo COVID est un groupe virulent. Donc, l'utilisation de ces mots-là, est-ce qu'ils vont réussir à faire taire la science? On est à l'université, là. Évidemment, c'est un sujet sensible, mais c'est d'autant plus important d'entendre les voix dissidentes, étant donné que ces injections-là ont été administrées à des milliards de personnes. Moi, que les gens pensent que le vaccin est sûr et efficace, personnellement, je ne peux rien changer. La seule chose, c'est que, est-ce que ces gens-là ont les bonnes informations
pour avancer qui est vraiment surefficace ou ils font seulement répéter. Et donc, c'est la mission des professeurs d'université de faire comprendre au public, de les informer sur les réels risques de ces injections-là et sur les bénéfices qui sont, pour moi, prétendus. D'ailleurs, il y a 3 publications qui sont sorties récemment où des chercheurs ont réexaminé les données originales de l'étude de Pfizer qui a mené à l'autorisation de leur vaccin et qui ont conclu que les risques étaient supérieurs aux bénéfices. Donc, ce sont des chercheurs qui ont analysé les données de manière indépendante et qui ont trouvé le contraire de ce que Pfizer avançait. Donc, je vous dirais que je m'arrêterai là et puis je serai prêt à répondre à vos questions. Alors, merci de votre attention et puis n'hésitez pas à me questionner, je suis là pour ça. On avait prévu justement